À 4h48 du matin, alors que Johannesburg s'éveille doucement, quelque chose bouge. Les taxis n'ont pas encore klaxonné, le soleil n'a pas encore caressé la ville, mais déjà, une équipe de chantier signe sa présence. Une clinique ouvre ses portes avec une équipe enfin au complet, pour la première fois depuis des mois. Un jeune diplômé regarde son téléphone, un email s'affiche. « Nous avons le plaisir de vous informer. » À cet instant, personne ne pense au taux de chômage ou aux subtilités fiscales. Et pourtant, quelque part à Pretoria, une courbe discrète fléchit, 31,4%. C'est le plus bas niveau de chômage depuis 2020. Ce chiffre ne fait pas la une, il ne crie pas victoire. Il n'efface pas la réalité de plus de 8 millions de personnes toujours sans emploi. Mais il signale que, sous la surface, quelque chose a changé. Pourquoi maintenant ? Pourquoi la construction ? Pourquoi le financement de la jeunesse à ce moment précis ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire quand la plus grande économie d'Afrique parvient enfin à plier une courbe restée inflexible pendant 5 ans ? Ce mouvement ne ressemble pas à une révolution éclair. Il ne s'est pas décidé dans les conférences internationales ou les discours télévisés. Il est né dans la poussière des chantiers, dans le vacarme maîtrisé des bétonnières, dans la reprise silencieuse de projets autrefois à l'arrêt. Avant le lever du soleil, des grues s'élèvent là où tout semblait figé. Les projets inachevés reprennent forme, les rotations de camions s'intensifient, les sirènes de fin de poste retentissent à nouveau. C'est la construction qui a tiré le chômage vers le bas, absorbant des artisans, des soudeurs, des conducteurs, des techniciens, des travailleurs au quotidien. L'argent qui se diffuse, c'est la stabilité qui s'installe. Parce que chaque fondation coulée, chaque mur dressé, c'est une promesse que demain aura bien lieu. Mais cet élan reste fragile. Ce qui est en jeu, c'est plus que des emplois. Stagnation, frustration ou transformation structurelle. La moindre hésitation, le moindre retour en arrière, et tout peut basculer. Alors, pour comprendre comment cette inflexion a vraiment commencé, il faut revenir à la source, pas dans les réunions feutrées, mais là où la poussière colle aux chaussures et où l'espoir se construit à la main. Les grues recommencent à bouger à Gauteng. Simple hasard ou signal d'un nouvel optimisme économique. À première vue, voir des chantiers reprendre vie dans les grandes villes sud-africaines pourrait sembler banal, presque anecdotique. Pourtant, en 2025, le redémarrage du secteur de la construction n'est pas qu'une histoire de béton et d'acier. C'est le reflet visible d'un vrai changement en profondeur, un mouvement qui se ressent bien au-delà des bords des fondations fraîchement coulées. Pourquoi la construction ? Parce que c'est l'un des rares secteurs capables d'absorber rapidement des milliers de travailleurs, diplômés ou non. Depuis des mois, les projets immobiliers gelés depuis des années ont enfin recommencé. On embauche des ouvriers, des artisans, des chauffeurs de camions, des ingénieurs, mais aussi toute une chaîne de métiers qui gravitent autour du chantier, restaurateurs, fournisseurs de matériaux, petites entreprises de transport. Cette dynamique, c'est plus que de simples statistiques. C'est la circulation réelle de revenus dans les quartiers, la réactivation de réseaux d'approvisionnement locaux et surtout, une confiance nouvelle chez ceux qui, hier encore, doutaient de leur avenir. Ce rebond n'est pas tombé du ciel. Pendant longtemps, le secteur a été paralysé par des pénuries d'énergie et par la lourdeur administrative. Qui aurait voulu investir dans un projet si les coupures de courant risquaient de tout arrêter au beau milieu d'un cycle de production ? Les files d'attente interminables pour obtenir des permis, les retards bureaucratiques, tout ça a longtemps figé l'initiative. Mais en 2025, certains verrous ont sauté. L'électricité est redevenue plus stable et les démarches pour lancer un projet se sont accélérées. Ce ne sont pas des révolutions spectaculaires, mais des ajustements patients, presque invisibles, qui changent le quotidien. Quand l'énergie redevient prévisible, les grues peuvent tourner sans avoir peur de s'arrêter dans le noir. Les usines savent qu'elles peuvent rallonger les horaires de production sans craindre la panne. Les magasins n'ont plus besoin de fermer plus tôt, et les artisans peuvent planifier leur livraison sans jongler entre les heures de blackout. Cette stabilité énergétique, même si elle n'est ni parfaite ni garantie, a été le déclencheur silencieux de la reprise.
Elle a redonné de l'oxygène à l'emploi. Mais il faut bien comprendre ce qui est en jeu. Ce mouvement de fond, s'il vacille, peut s'arrêter net. Si l'énergie devient à nouveau instable, si le financement vient à manquer, tout peut rebasculer dans la stagnation. Les emplois créés sont précieux, mais aussi fragiles. La nouvelle confiance qui s'installe dans l'économie peut très vite se transformer en déception si la discipline et la rigueur des réformes s'essoufflent. Voilà pourquoi la baisse du chômage n'est plus une abstraction. Elle se mesure chaque jour sur les chantiers, dans les conversations des familles, dans la façon dont les jeunes Sud-Africains envisagent à nouveau de rester et de bâtir chez eux. Ce n'est pas encore un triomphe, mais c'est une inflexion réelle, palpable. Mais attention, le vrai catalyseur de cette transformation ne se limite pas au retour du béton et de l'acier. Tout a basculé le jour où, pour la première fois depuis des années, l'électricité a cessé de dicter sa loi sur le quotidien des entreprises. C'est là, dans la stabilité retrouvée du réseau, que l'économie sud-africaine a repris son souffle. Alors, qui a permis à la lumière de rester allumée assez longtemps pour que les grues puissent reprendre leur danse? C'est tout le cœur du prochain chapitre. La lumière reste allumée plus longtemps. Et si l'oxygène de l'économie, c'était la prévisibilité? Pour beaucoup en Afrique du Sud, cette simple réalité, avoir l'électricité sans interruption pendant toute une journée, semblait presque impossible il y a encore 2 ans. On ne réalise pas à quel point l'énergie façonne la confiance jusqu'au moment où elle manque. Mais depuis la stabilisation du réseau, quelque chose a discrètement changé. Ce ne sont pas des miracles, juste des horaires rallongés, des machines qui tournent sans s'arrêter brutalement, des patrons qui osent embaucher parce qu'ils savent que demain, l'atelier ne va pas s'éteindre en pleine production. Ce retour progressif de la fiabilité électrique a transformé les comportements beaucoup plus que les grands discours. Plus de prévisibilité, c'est aussi moins de stress pour les entrepreneurs et surtout pour cette génération de jeunes Sud-Africains toujours plus nombreux à rêver d'autre chose que de la sécurité d'un emploi classique. Pendant longtemps, on disait que la jeunesse sud-africaine était éduquée, connectée, ultra adaptée au numérique, mais enfermée derrière les portes closes du chômage. Le fossé avec le taux national restait abyssal, alimentant la frustration d'une génération entière qui a grandi en comprenant très vite que l'ascenseur social traditionnel ne fonctionnerait plus pour eux. C'est dans ce paysage que le fonds jeunesse de 2,5 milliards de rands arrive, et il ne s'agit pas d'un énième programme d'assistance. Non, ici, l'État fait le choix du capital, pas de la charité. Ce fonds veut aider la jeunesse à se financer pour lancer des entreprises, dans la tech, le commerce local, l'agrotransformation ou encore l'industrie créative. L'idée, c'est de soutenir des business agiles, qui n'attendent pas de grossir avant d'embaucher, mais qui créent des emplois dès les premiers coups de fil, dès la première commande reçue. On le voit déjà. Un jeune qui décroche un financement, ce sont 2 embauches immédiates, puis des fournisseurs qui stabilisent leur stock, et tout un petit écosystème qui se met en mouvement. C'est un effet domino. Chaque embauche alimente une chaîne d'emploi indirecte. Et ce qui est nouveau, c'est que cette génération ne rêve plus de gravir les échelons d'une seule entreprise. Elle imagine des réseaux, des plateformes, des marques qui poussent de façon horizontale, pas forcément du haut vers le bas. Mais la vraie question reste, est-ce que ces 2,5 milliards circulent vraiment jusqu'aux jeunes des townships, de la périphérie, ceux qui n'ont ni réseau, ni carnet d'adresses, ni contact politique? Ou est-ce que la bureaucratie va, comme trop souvent, détourner les fonds vers ceux qui savent déjà naviguer dans le système? Parce que si l'argent n'atteint pas ceux qui en ont le plus besoin, on risque de voir de nouveaux découragements, une fuite des talents et un retour à la case départ. En revanche, si le capital s'ancre là où l'impatience et l'audace sont les plus fortes, on peut espérer l'émergence d'un tissu économique totalement renouvelé. Ce qui est en jeu, c'est plus qu'une courbe de chômage. C'est la possibilité pour des milliers de jeunes de prendre en main leur destin, d'injecter de l'innovation là où l'économie s'essouffle, de réduire la dépendance aux multinationales et de déplacer le pouvoir vers les créateurs locaux. Et à l'échelle continentale, chaque jeune entreprise qui s'installe, c'est une brique de plus dans l'édifice d'une Afrique qui compte sur elle-même. Mais ne nous trompons pas, même l'énergie et les financements ne suffisent pas.
Tout dépend désormais d'une chose, moins visible, mais essentielle. La capacité des institutions à ne pas bloquer cette dynamique. Une réforme administrative discrète, mais décisive. Et si le vrai tournant était invisible à l'œil nu? Parce que, derrière la baisse du chômage sud-africain à 31,4%, ce ne sont pas les grandes annonces qui ont tout changé, mais une accumulation de petits ajustements institutionnels, souvent inaperçus, qui ont lentement fait bouger l'aiguille. Prenez les délais de paiement aux entrepreneurs. Les marchés publics paient plus vite dans certaines municipalités, offrant à des PME la stabilité nécessaire pour embaucher, investir et ne pas s'effondrer dans la paperasse et la précarité. Les audits publics, eux aussi, se sont renforcés, assainissant un peu plus l'écosystème et fermant quelques robinets de la corruption qui grippent la machine. Autre levier crucial. L'énergie. L'ouverture à des producteurs privés a commencé à desserrer le goulet d'étranglement électrique qui pesait sur tout le système productif. Moins de coupures, plus de fiabilité, c'est tout un secteur industriel qui peut enfin planifier, recruter, croître. Même scénario dans la logistique. La désaturation de certains ports stratégiques relance les exportations, accélère les flux, réduit les coûts et crée des emplois en cascade. Ces avancées, justement parce qu'elles sont techniques et progressives, n'attirent pas la lumière des projecteurs. Mais ce sont elles qui transforment en profondeur la dynamique de l'emploi. Quand une entreprise reçoit ses paiements à temps, elle peut stabiliser sa masse salariale. Quand les ports tournent mieux, les exportateurs respirent. Quand les licences s'obtiennent plus vite, l'économie informelle recule au profit d'un tissu entrepreneurial formel. Mais attention, la transformation institutionnelle n'efface pas d'un coup de baguette magique l'inégalité structurelle qui traverse le pays. L'héritage géographique de l'apartheid condamne toujours des millions de jeunes à vivre loin des pôles économiques, avec des coûts de transport qui rongent leur maigre salaire. L'adéquation entre formation et emploi reste, elle aussi, un défi immense. Trop de jeunes diplômés ne trouvent pas de débouchés adaptés à leurs compétences. Au cœur de tout cela, un autre équilibre fragile, la politique budgétaire. Le ministre sud-africain des Finances marche sur une ligne de crête. Impossible d'ignorer la gestion de la dette publique. Impossible aussi d'abandonner le soutien social indispensable à la cohésion nationale. Relancer l'économie sans surréagir, investir sans dilapider les ressources, c'est une tension permanente. Si la rigueur budgétaire est trop forte, l'élan se brise. Si on relâche la discipline, la confiance s'effrite et l'instabilité peut ressurgir. Le moindre relâchement administratif ou politique, c'est tout l'édifice qui vacille, et la courbe du chômage qui pourrait repartir à la hausse. En fin de compte, la clé de la durabilité, c'est cette réforme institutionnelle patiente, presque silencieuse. Tant que l'État ajuste ses rouages, que la discipline tient, le progrès peut durer. Mais si la lassitude s'installe, si la tentation du retour aux vieilles habitudes l'emporte, alors la stagnation menace de reprendre le dessus. Et si cette inflexion sud-africaine n'était, au fond, qu'une pièce d'un puzzle continental beaucoup plus vaste? Quand l'Afrique du Sud inspire, l'Afrique observe. L'effet d'entraînement, mythe ou réalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la baisse du chômage sud-africain ne s'est pas produite dans un laboratoire isolé. Elle s'inscrit dans un mouvement continental où chaque avancée nationale émet des ondes jusque chez ses voisins. Regardez la carte. Quand l'emploi repart à Johannesburg ou Durban, ce n'est pas seulement le pays qui sent le vent tourner. Les chaînes d'approvisionnement s'étirent jusqu'au Botswana, jusqu'en Namibie. Les travailleurs migrants du Zimbabwe, du Mozambique, voient leur situation évoluer. Et les flux de remise, l'argent que ces travailleurs envoient chez eux, retrouvent une stabilité précieuse. En clair, une embellie sud-africaine, c'est aussi un peu d'oxygène pour l'économie régionale. Mais l'influence va bien au-delà des flux monétaires. La jeunesse africaine, ultra connectée, compare tout, en temps réel. Les jeunes de Lagos analysent la percée des fintech. Ceux de Nairobi observent l'innovation locale. À Ouagadougou, on revendique la souveraineté, tandis qu'à Pretoria, on mise sur des réformes institutionnelles certes moins flamboyantes, mais robustes. C'est un jeu de miroir permanent, où la vitesse des réformes, l'agilité politique et les résultats concrets sont scrutés, disséqués, débattus sur les réseaux sociaux comme sur les marchés.
Cette impatience générationnelle pousse chaque capital africain à faire mieux, à aller plus vite, à éviter l'enlisement. Plus question aujourd'hui de se contenter d'attendre que les institutions internationales ou les puissances étrangères tracent la voie. Les indicateurs internes, le taux d'absorption des jeunes sur le marché du travail, la fiabilité énergétique, la croissance du commerce intra-africain, sont devenus la vraie boussole du progrès. Ce repositionnement structurel de l'Afrique du Sud envoie donc un message fort à tous les investisseurs de la région. La confiance n'est plus une affaire de storytelling ou de promesses, mais une réalité qui se construit, trimestre après trimestre, à la force de réformes patientes et de résultats mesurables. Les fonds de pension locaux y croient à nouveau, les entrepreneurs hésitent moins à investir ou à embaucher, et même les investisseurs étrangers commencent à regarder le Sud-Africain autrement, non plus comme un Eldorado volatile, mais comme une économie qui apprend à tenir la distance. Mais attention, car l'effet d'entraînement fonctionne aussi dans l'autre sens. Si la dynamique sud-africaine s'essouffle, si les réformes déraillent, le scepticisme et la méfiance se propagent aussi vite que la confiance. Toute rechute, aussi brève soit-elle, peut alimenter le récit bien connu du « rien ne change », décourageant non seulement les marchés, mais aussi une jeunesse déjà lassée des promesses non tenues. Au fond, la leçon à retenir, c'est que l'Afrique du Sud ne propose pas une révolution spectaculaire, mais une transformation discrète, méthodique et potentiellement contagieuse si elle s'inscrit dans la durée. Le risque est réel, basculer à nouveau dans la stagnation, dans le doute, dans l'attentisme. Mais l'opportunité est immense. Enclencher un momentum africain, un vrai, qui reposerait sur la discipline, l'audace réformiste et la patience stratégique. C'est fragile, oui. Mais c'est peut-être le début de quelque chose de plus grand, un signal pour tout un continent. Reste la question ultime. Cette fois, la dynamique va-t-elle vraiment s'enclencher durablement? La courbe a fléchi, mais tiendra-t-elle? Voilà toute la question. Pendant des années, le taux de chômage en Afrique du Sud semblait refuser de bouger, impassible au-dessus des 30%. Les chocs de la pandémie, l'instabilité énergétique, les tensions fiscales, l'incertitude mondiale, tout s'est ligué pour que la stagnation devienne presque une habitude, un état d'esprit qui s'infiltre dans les foyers, dans les salles de classe, dans les conversations du soir. Rien ne change, disait-on. On s'habitue à ce que rien ne bouge. Et puis, soudain, quelque chose a changé. Le secteur de la construction s'est réveillé. Les grues ont repris leur danse sur les chantiers. Les coupures de courant, autrefois si paralysantes, se font moins fréquentes, assez pour que les entreprises reprennent confiance. Les services publics recrutent à nouveau et, fait rare, le capital destiné à la jeunesse commence à irriguer l'économie réelle, permettant à de jeunes entrepreneurs de passer de l'attente à l'action. Même les rouages institutionnels, si souvent critiqués pour leur inertie, sont en pleine réadaptation. Ce n'est pas une explosion de croissance, non. C'est un repositionnement structurel. Et ce repositionnement, c'est souvent plus difficile qu'une révolution, car il demande de la discipline, de la patience, parfois même de la retenue politique. Mais il exige aussi une constance administrative qu'on sous-estime trop souvent. Le vrai enjeu, aujourd'hui, n'est pas de savoir si le chômage a baissé une fois. Ce qui compte, c'est de savoir si cette courbe peut continuer à descendre, trimestre après trimestre, sans s'effondrer sous la pression fiscale ou la fatigue des réformes. L'élan est fragile. La stabilité énergétique doit tenir. Les financements pour la jeunesse doivent circuler intelligemment. L'efficacité du secteur public doit s'approfondir. Les pipelines de projets doivent rester alimentés. Si tous ces leviers restent alignés, alors cette baisse ne sera pas qu'un simple bruit statistique. Elle deviendra le moment où le vent a changé de direction. Mais cette histoire a aussi une dimension générationnelle. La jeunesse africaine, les Gen Z, ne veut pas attendre 20 ans pour voir le changement. Elle veut accélérer, voir du concret, maintenant. Pourtant, une économie structurelle ne sprinte pas. Elle avance par accumulation, par petits pas, trimestre après trimestre. C'est ça, la force du cumul. Avec le temps, même de modestes progrès deviennent irrésistibles. Et quand l'élan s'accumule, il finit par transformer la posture d'un pays.
Une Afrique du Sud qui réduit son chômage trimestre après trimestre, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les familles ou pour les jeunes diplômés. C'est un signal fort sur la scène africaine. Cela stabilise les flux migratoires, ancre les échanges commerciaux régionaux, réduit la vulnérabilité face aux pressions extérieures et donne du poids à la parole politique sud-africaine, non plus sur la base de slogans, mais de résultats visibles. Et c'est là que la trajectoire sud-africaine résonne au-delà de ses frontières. Partout sur le continent, les systèmes sont remis en question, les alliances repensées, les anciennes hiérarchies réévaluées. La voix sud-africaine est moins bruyante que celle de certains voisins, mais moins bruyant ne veut pas dire passif. C'est une stratégie de calcul, pas d'abandon. Alors, ce 31,4%, qu'est-ce que ça représente, au fond? Un test. Un test pour savoir si les réformes patientes valent mieux que les ruptures spectaculaires. Un test pour savoir si l'Afrique du Sud peut prouver qu'on peut réparer le tissu économique sans passer par la casse. Le vent a tourné, légèrement. Mais la question maintenant c'est, l'Afrique du Sud va-t-elle saisir cette brise ou la laisser retomber? Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Est-ce un vrai signe d'espoir pour l'Afrique? Si vous voulez en voir plus sur ces vérités que personne n'aborde, abonnez-vous et activez la cloche. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration de l'histoire, des civilisations et des vérités qui dérangent.